Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 débat. C'est le cheval de bataille actuel du gouvernement, réformer le système des retraites. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé un projet mettant en place un système dit universel où les droits se calculeront par points. Levée de bouclier du côté de plusieurs syndicats mobilisés depuis 56 jours alors que l'examen du texte est prévu à l'Assemblée nationale le 17 février prochain. Pourquoi cette réforme et aussi quelles sont les raisons des oppositions qu'elle suscite? Vers quel système de retraite se dirige-t-on? C'est le débat du mois. Et pour en parler, trois invités avec moi en plateau. Pierre Luce, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le référent départemental de La République En Marche des Yvelines, le parti présidentiel. Sonia Porot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire départementale de la CGT 78, la CGT qui est mobilisée contre cette réforme des retraites en intersyndicale avec Force ouvrière, FSU et Solidaire depuis 56 jours. Et on précise aussi qu'aujourd'hui se déroulait une 8e action de grève interprofessionnelle. Zachary Hardy, bonsoir. Bonsoir. Tout fraîchement élu en décembre, président du MEDEF Yvelines. Le MEDEF, c'est bien sûr l'organisation qui représente le patronat. Merci à vous trois d'être en plateau avec nous. Je précise également que Florence Grandjus, députée des Yvelines, devait être des nôtres ce soir. Florence Grandjus qui a été retenue en commission spéciale sur cette réforme des retraites justement, et elle a dû donc annuler sa présence dans l'émission. Regardons pour commencer ce projet de loi, ce que dit ce projet de loi dont les grandes lignes ont été présentées par Édouard Philippe fin décembre. Vendredi dernier, le texte a été présenté et validé en Conseil des ministres. Dans les principales lignes, vous les connaissez, 3 choses à retenir. La fonte des 42 régimes spéciaux actuels en un seul nommé système universel. Dans ce régime, les droits ne seront plus calculés au nombre de trimestres validés, mais grâce à un système de points. Chaque heure cotisée permettra d'acquérir des points dont la valeur reste encore à définir. Enfin, dernière chose à mettre à la forme interrogative, l'instauration d'un âge dit d'équilibre à 64 ans, une sorte de bonus-malus sur sa pension si on part avant ou pas après cet âge. L'âge légal de la retraite reste, lui, fixé à 62 ans. Et je précise d'ailleurs que cette question d'âge d'équilibre doit être encore tranchée. Le Premier ministre Édouard Philippe convoque à partir de demain les partenaires sociaux pour une conférence de financement. L'objectif, c'est de trouver des solutions alternatives pour garantir l'équilibre financier de cette réforme. Voilà. L'introduction est posée pour ce débat. Pierre Luce, je me tourne vers vous pour commencer. Pourquoi cette réforme était l'un des dossiers phares à traiter pour le gouvernement? Cette réforme, déjà, elle est au cœur du projet présidentiel d'Emmanuel Macron. En 2017, les Français se sont exprimés en sa faveur aux élections présidentielles. Et, entre autres, c'est une certitude pour qu'ils puissent défendre ce projet, qui est un projet de justice et de lisibilité pour la carrière de chacun. Du côté du MEDEF, quelle position face à ce texte qui se prépare? Écoutez, sincèrement, nous n'étions pas demandeurs d'une telle réforme. Maintenant, il est là, il faut faire avec. Nous avons 2 conditions. La première condition, c'est établir l'équilibre du système et surtout ne pas avoir un surcoût du travail. Et l'équilibre du système, il en sera question au travers de cette conférence sur le financement dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Réforme qui suscite bien sûr, je l'ai dit, des oppositions. 56e jour de grève contre la réforme des retraites. Sonia Porot, pourquoi cette opposition? Quel est le motif de votre opposition? Ils sont nombreux, les motifs. D'abord, il serait peut-être bien qu'Emmanuel Macron se souvienne qu'il a été élu en grande partie par un vote antifasciste et pas uniquement par adhésion à son projet de réforme. Cette réforme des retraites par points, elle vient réellement mettre à mal notre système de sécurité sociale et énormément d'éléments de solidarité. Bien sûr qu'il y a des améliorations à apporter au système actuel de retraite pour prendre en compte la pénibilité, pour prendre en compte le fait que les carrières sont plus morcelées aujourd'hui, mais on passe d'un système solidaire à prestations définies où on sait combien on va toucher et après on regarde comment trouver les ressources, et on a des propositions à ce niveau-là, à un système par points avec une incertitude du coup sur la valeur du point quand on l'acquiert et au moment de liquider sa retraite, et à cotisation définie. Donc on a une somme globale
Et si le nombre de retraités augmente, il va falloir diminuer les pensions parce que le budget ne bouge pas. En tout cas, dans le système actuel, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui l'a estimé, c'est une instance indépendante, il a estimé qu'entre 8 et 17 milliards de déficit, il y aurait 8 à 17 milliards de déficit en 2025 si on reste dans le système actuel des retraites. Il faut quand même modifier certaines choses. Vous n'étiez pas contre une réforme, mais pas dans ces termes? Pas dans ces termes. Et les principales réformes, c'est déjà de trouver des ressources supplémentaires. Au fil des années, un certain nombre d'exonérations de cotisations sociales ont été faites, notamment sur les bas salaires, ce qui du coup fait des trappes à bas salaire. Donc ça ferait des ressources supplémentaires. On estime que si on avait une égalité salariale réelle, effective entre les femmes et les hommes, ça ramènerait également plusieurs milliards de recettes à l'ensemble des caisses de sécurité sociale. Donc pour financer les retraites, il y a des tas de solutions. Alors on allait poser aussi la question aux Yvelinois, peut-être une réaction, Pierre-Luce, à ce que l'on vient d'entendre? Oui, beaucoup de réactions forcément, mais sur l'essentiel, il y a des solutions de financement, mais pour l'instant, on attend justement que les partenaires sociaux les proposent au gouvernement pour la conférence de financement. On a parlé de réserves faramineuses qui sont loin d'être suffisantes. On a parlé de maintenir au-delà de 2024 les prélèvements de la CRDS et une partie des prélèvements de la CSG pour participer au remboursement au financement de la retraite, mais on est très très loin en termes de volume de la dette qui va s'accumuler et du déficit qu'on va avoir dans les années à venir. Vous parlez vous-même de 8 à 17 milliards d'euros en d'ici 2025 à peu près. 8 à 17 milliards. C'est l'équivalent, c'est plus que l'équivalent du budget du ministère de la Justice, par exemple. C'est vraiment des sommes faramineuses. On peut faire le choix soit d'employer ces prélèvements obligatoires à rembourser ou à financer la retraite en remplissant une baignoire qui se remplit avec le temps, ou alors on peut essayer d'être un peu plus ambitieux et de refonder un système qui soit pérenne sur le long terme. Le gouvernement a fait ce choix. La suite du débat dans un instant. D'abord, nous sommes allés rencontrer quelques Yvelinois pour voir ce qu'ils pensaient de ce projet de réforme. Les propos sont collectés par Patrick Jacques de Dixmude et Jade Brun. Moi, je suis pour. Parce qu'il faut équilibrer un petit peu les types de retraite. Non, il ne faut pas y toucher parce que je me dis que les gens bossent toute leur vie pour assurer leur retraite et ils doivent en bénéficier quand ils ne bossent plus. Donc je suis pour ce qui se passe et je les encourage. Dommage que je ne suis pas avec eux, mais je suis de tout cœur avec eux. C'est parce qu'il y en a qui ne sont pas contents, parce que, je te dis, ils gagnaient beaucoup d'argent quand ils travaillaient et ils voudraient gagner beaucoup d'argent quand ils sont à la retraite. Mon point de vue, c'est qu'il faut qu'on change les choses de toute façon. Et tant qu'on ne met pas les choses en place, on ne peut pas savoir si ça va fonctionner ou pas. Tout le monde sait qu'on devient de plus en plus vieux, la preuve c'est que je suis là, et puis qu'il y a de moins en moins de jeunes pour payer les retraites, donc c'est certain que ça ne peut pas continuer tel que c'est maintenant. Cette réforme, elle est quand même elle est importante, je trouve. Elle est importante pour pouvoir justement faire avancer le système et que tout le monde soit remis plus ou moins à égalité. Bon, les avis collectés qui ne représentent qu'un échantillon de personnes, mais on a entendu qu'ils sont plutôt favorables à un changement du système actuel. Mais comment réformer justement? Quelques pistes. Est-ce que ce qui est proposé par le gouvernement vous satisfait entièrement aujourd'hui du côté du MEDEF? Non, disons qu'il y a beaucoup de flou. Et le vrai problème de cette réforme, c'est ça. C'est qu'il y a eu 2 années de négociations, de discussions. Le MEDEF, en général, lorsqu'il a été consulté pendant ces 2 années, il n'y avait jamais des réponses précises. Les premières précisions sont arrivées dès que le Premier ministre avait pris le dossier en main. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai entendu dire, le représentant de l'ARM, dire qu'il allait toucher aux réserves qui ont été accumulées particulièrement par les régimes du secteur privé et des indépendants. Nous, cette démarche-là ne nous convient pas. Pourquoi? Une réserve, en général, elle est faite pour les coups durs. Un écroulement subit de la croissance, un trou d'air, il faut avoir des réserves pour pouvoir, y répondre et maintenir les retraites des gens en retraite. Donc, c'est vrai, c'est le flou. Les propositions qui sont faites aujourd'hui, nous avons jusqu'à fin avril, avec les partenaires sociaux, pour trouver des solutions. Nous sommes tout à fait ouverts. On reviendra sur le calendrier dans un instant. Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même, beaucoup de tensions. Les positions se durcissent. Donc nous, on dit, voilà, il faut aller à la discussion, il faut aller à la négociation, il faut trouver des pistes. Il y a des choses sur lesquelles il faut être prudent, il faut être mesuré. Les réserves, c'est les réserves. Le coût du travail, attention.
Aujourd'hui, les entreprises créent de l'emploi, parce que c'est vrai, la CGT parle de baisse de charges salariales, etc., notamment le CICE, qui est parfois décrié. Le CICE crée de l'emploi. Ça, il faut le savoir. Aujourd'hui, les emplois qui sont créés, la France crée des emplois. C'est grâce à ces allégements qui permettent aux entreprises de retrouver de la compétitivité, de remporter des marchés, remplir les carnets de commandes et, je dirais, embaucher pour répondre à cette demande. Donc, voilà. Comment réformer justement, Sonia Poron, on l'a compris, vous n'êtes pas totalement contre une réforme des retraites, mais comment faut-il réformer ? Mais pas du tout celle-là. Nous, on veut préserver le système de sécurité sociale, dont le principe est extrêmement ambitieux, qui est de pouvoir garantir les salariés et plus généralement la population des aléas de la vie. Voilà, de différents risques, la vieillesse, la maternité, la maladie, l'accident du travail. Donc ça, c'est très ambitieux. Et parler de rendre le régime plus pérenne, quand par exemple les revenus au-dessus de 10 000 euros, donc vraiment même un cadre moyen qui fait 45 heures par semaine, il gagne en général 4-5 000 euros maximum. Donc les très hauts revenus auront un plafonnement pour leurs cotisations. Donc c'est à nouveau un cadeau aux entreprises puisqu'elles ne cotiseront plus et c'est des ressources en moins. Donc je vois pas du tout où c'est pérenne. Et si autant de salariés et également de nombreux travailleurs ubérisés et même les professions libérales se mobilisent contre ce projet de loi, et c'est quand même une mobilisation historique, c'est qu'ils voient bien qu'on met à mal ce système solidaire, qu'on met à mal également, parce que c'est aussi dans beaucoup de revendications, les services publics, et qu'aujourd'hui, avec l'intensification du travail, les inaptitudes, les maladies professionnelles qui augmentent, les gens ne se voient pas continuer à travailler plus longtemps dans les conditions actuelles. Donc cette colère et ce refus, il doit être entendu. Régime plus pérenne, Pierre-Luce, c'est aussi un régime plus égalitaire que souhaite mettre en place le gouvernement. C'est en tout cas ce qui est avancé par le gouvernement. Bien sûr. Alors, juste pour revenir sur les camarades du MEDEF, nous, évidemment, l'utilisation des réserves n'est pas du tout dans ce qu'on veut défendre. C'est ce qui a été proposé par certains opposants, notamment à l'âge pivot. Mais ce serait déjà insuffisant et en plus, juridiquement, un peu compliqué d'aller piquer dans les régimes complémentaires pour abonder un régime universel. Donc, c'est pas du tout ce qu'on défend. Non, nous, ce qu'on défend, c'est cette réforme qui, effectivement, est plus... je parlerai plus de justice plutôt que d'égalité, parce qu'on veut un régime universel, ça ne veut pas dire un régime uniforme pour tout le monde de la même façon. Pourquoi ? Parce que justement, on prend en charge aussi, on prend en compte le travail plus pénible, le travail de nuit, les carrières extrêmement hachées. Et jusqu'à maintenant, si vous travaillez moins de 150 heures pendant un trimestre, ça compte pour l'Uber dans votre retraite. Donc quelqu'un qui a un temps très partiel, par exemple, est extrêmement handicapé par le système actuel. Le calendrier de cette réforme, le voici. Si la réflexion a duré 2 ans, cela va s'accélérer désormais. Le travail du texte de loi a commencé depuis hier soir en commission parlementaire. 6 jours de travail sont prévus. Le début de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale est prévu le 17 février. 2 projets de loi, un organique, l'autre ordinaire, seront présentés. Le vote solennel est prévu le 3 mars, avant une trêve parlementaire pour les élections municipales, puis viendra l'examen du texte au Sénat à partir de fin avril. L'adoption définitive de la réforme est prévue cette année et sa mise en vigueur totale en 2025 après l'entrée dans le nouveau système des cotisants né après 1975. Alors il reste tout de même des questions à trancher. On a parlé de cette question du financement, de l'équilibre de cette réforme et aussi la valeur du point qui reste à trancher. Est-ce qu'on ne va pas trop vite, Pierre-Luce, dans ce calendrier de la réforme des retraites ? Alors, je ne pense pas. Vous savez, il y a eu 2 réformes dans ces 10 dernières années qui ont précédé celle-ci. Et on est tout à fait dans les temps, en termes de temps parlementaire. Et on est largement plus loin dans l'étude d'impact. On va aussi largement plus loin dans les concertations qui ont eu lieu auparavant que dans n'importe quelle autre réforme. Donc je pense que non, il n'y a pas de précipitation. Après, il faut, je pense...
prendre le problème à bras-le-corps et entamer ce travail parlementaire qui est important, qui amendera probablement le texte. Mais c'est toute la beauté de notre démocratie aussi, de pouvoir travailler sur ce texte via nos députés et nos sénateurs. Je vous vois réagir, Sonia Poro, vous n'êtes pas d'accord? Oui, mais moi, ça me met en colère de ce que j'entends. Même le MEDEF reconnaît qu'il n'y a pas eu de réponse dans les concertation, parce que ce n'est pas ça des négociations. J'entends parler de régime plus juste. Quand les salariés à temps partiel, quand les salariés qui sont au chômage, on prend l'ensemble de leur carrière, les salaires sur toute leur carrière pour calculer leur droit à la retraite, évidemment que le système des points, ça n'est pas du tout plus juste. Et les salariés des très petites entreprises, qui sont quand même un quart du salariat yvelinois dans le privé, sont particulièrement touchés. Les femmes sont particulièrement touchées. Dans les très petites entreprises, elles sont 41% à être à temps partiel. C'est vraiment... Et tout ce qui était mécanisme de solidarité intégré à la caisse d'assurance vieillesse, où on accordait des trimestres supplémentaires pour pouvoir partir plus tôt, donc ça n'avait pas un coût financier. Là, on va compenser en donnant peut-être quelques points en plus, mais c'est très très flou. Tous ceux qui sont au chômage non indemnisés, c'est beaucoup non, parce qu'on a aussi réformé l'assurance chômage, et là aussi ça va toucher tous les contrats précaires, ceux qui alternent des périodes courtes d'emploi et chômage. C'est entré en vigueur depuis le 1er novembre. Voilà, tout ça, non, on n'est pas dans un système plus juste, on est par un nivellement par le bas, et c'est pas du tout ni ce que veulent les organisations syndicales opposées au projet, ni ce que souhaitent les salariés. Sur le calendrier, Zacharie Hardy. Écoutez, vous savez, les chefs d'entreprise sont habitués, ils sont, je veux dire, s'il faut effectivement rendre quelque chose fin avril, on est capable. L'essentiel, c'est que les interlocuteurs soient prêts à des compromis. Je voudrais juste apporter quelques précisions. Le plafonnement de 2% qui est normalement prévu par l'État sur les hauts salaires, ce n'est pas un plafonnement des cotisations, pas du tout. Il y a un prélèvement supplémentaire de 2%, plafonné à 2%, qui sera versé à la Caisse des retraites sans que les hauts salaires bénéficient d'un avantage supplémentaire pour leur retraite. Je voudrais dire aussi qu'il y a quand même des choses qui manquent. D'abord, une étude d'impact. Une étude d'impact est importante pour parler de financement et voir combien ça coûterait. Donc là, on va lancer des discussions sur le financement, mais on n'a pas d'étude d'impact. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on ne sait pas combien ça coûterait la montée en charge du système. On ne sait pas. Autre point important, la dotation de l'État, la participation de l'État, elle va être plus faible demain dans le cadre de ce régime de retraite au point qu'aujourd'hui. Elle va être, imaginons qu'elle soit à 28%, au même niveau que les cotisations du régime privé, des salariés du privé et des indépendants. Eh bien, il manquerait dans le système 30 milliards. On va les chercher où? En tout cas, je crains fort qu'on aille chercher encore une fois dans les poches du secteur privé ou des entreprises qui sont mises à contribution régulièrement. Donc tous ces petits points-là, il va falloir quand même qu'on prenne le temps d'en parler et que s'il faut rendre quelque chose d'ici fin avril, on s'y emploie. On en parle dans un instant de cette conférence sur le financement. Une réaction sur ce que l'on vient d'entendre? Surtout une réaction sur les propos de la représentant de la CGT. Moi, je ne peux pas accepter qu'on dise simplement, sans argumenter plus concrètement, les femmes vont en souffrir, les travailleurs à temps partiel vont en souffrir. En fait, factuellement, la réforme contient énormément de mesures en faveur de ces publics-là. Quand vous prenez en compte, par exemple, les enfants dès le premier enfant, sans avoir à attendre le troisième enfant pour bénéficier d'une bonification, quand vous prenez en compte 100% des arrêts maladie, des arrêts des congés maternité en compte dans le calcul des droits. Dans le calcul des droits. J'entends encore cet argument comme quoi le fait de prendre en compte toute la carrière serait désavantageux. Non, c'est faux. Ce serait vrai si on restait sur un système où on prendrait, on calculerait la pension à partir d'une moyenne de tous les salaires de la carrière. Sauf que c'est faux. Là, on prend une pension qui sera calculée, j'ai envie de dire, mathématiquement, une multiplication à partir du nombre de points accumulés tout au long de la carrière, fois un coefficient, et ça donnera la pension. Donc effectivement, si on prend que 25 années, ça sera vraiment, vraiment dommageable. Il faut prendre toute la carrière, la moindre heure travaillée
dès le moment où vous faites un job étudiant et qu'il y a un contrat de travail, la moindre heure travaillée rapportera des points et qui seront valorisés à la fin de votre carrière. Donc on ne peut pas dire que ça va pas bénéficier aux personnes qui travaillent peu ou qui ont ou qui ont des carrières hachées. Au contraire, ce sont les premiers bénéficiaires puisqu'ils cotiseront, ils travailleront pour quelque chose, alors qu'à l'heure actuelle, beaucoup de personnes travaillent pour rien. On va aborder la question de la conférence sur le financement. Il nous reste environ 6 minutes dans ce débat. Une conférence sur le financement qui va débuter à partir de demain, jeudi 30 janvier, au Conseil économique, social et environnemental. Les partenaires sociaux vont devoir plancher sur l'équilibre financier du futur système de retraite, essayer par exemple de faire sans l'âge pivot. Le doute avait plané, Sonia Porot, sur la participation ou non de la CGT. Philippe Martinez, le secrétaire général, a bien confirmé qu'il participerait à cette conférence, en tout cas pour son début. Pourquoi y participer? Qu'est-ce que vous en attendez de cette conférence sur le financement? On espère déjà faire entendre, mais ça veut dire faire prendre en compte et que les lignes bougent et qu'on entende ce que vivent aujourd'hui les salariés. Voilà, donc on va faire entendre ces propositions-là et on espère surtout que on ne peut pas faire une réforme des retraites en partant que de questions financières. Moi, je ne supporte pas l'expression coût du travail. Le travail, c'est une richesse, c'est ce qui crée les richesses et ce qui coûte aujourd'hui, c'est le capital, parce que la courbe entre l'augmentation des salaires, ce qui est versé pour les salaires, et ce qui est versé aux actionnaires, elle est en train de diverger de plus en plus. Donc on verse de plus en plus aux actionnaires, de moins en moins aux salariés, ou pour investir, pour améliorer les conditions de travail. Et encore une fois, dans les propositions qu'on a, tous les critères de pénibilité, il y en a 4 qui ont été retirés par Emmanuel Macron, dont le port de charges lourdes, l'exposition aux risques chimiques. Et aujourd'hui, une partie importante des gens, quand ils partent à la retraite, sont en longue maladie, sont en inaptitude, sont au chômage. Donc la question, elle n'est peut-être pas tellement de comment on pousse les gens à travailler plus, c'est comment on travaille mieux, moins, dans de meilleures conditions et comment on travaille tous. Une question à vous poser, je la poserai aussi à Zacharie Hardy. Est-ce que le compromis est possible entre les syndicats et le patronat, justement, au cours de cette conférence sur le financement? Sur les critères de pénibilité, par exemple, voilà, évidemment, on n'est pas en accord, parce que la pénibilité, pour nous, à la CGT, c'est vraiment ce qu'on ne peut pas supprimer, ce qu'on ne peut pas améliorer. Voilà, que dans certains métiers, on soit obligé de travailler de nuit. Et ben voilà, ça il faut effectivement le prendre en compte, et les hôpitaux doivent tourner la nuit. Par contre, il y a d'autres critères où, si on améliore les conditions de travail, si on réduit l'intensité de travail, s'il y a suffisamment d'emplois, on peut très largement faire baisser la pénibilité, et du coup on n'a plus à la prendre en compte après, parce qu'on travaille dans de meilleures conditions. Zacharie Hardy, le compromis sur cette conférence, est-ce que vous en attendez beaucoup, en tout cas, de cette conférence qui va s'étaler, vous l'avez dit, jusqu'à la fin avril? Écoutez, il y a effectivement des sujets à discuter. La pénibilité, par exemple. La pénibilité, il y a des choses qui ne vont pas. Par exemple, quand il y avait la pénibilité sur les conditions de chaleur. Nous avons des collègues qui sont à Cayenne, où la température moyenne varie de 32 à 36 degrés. Comment on fait? Tous ces gens-là seront dans la pénibilité? Il y a des choses qui ne vont pas. Il faut ramener un peu de raison, et surtout, il faut éviter de rendre le travail extrêmement compliqué en France. Certaines pénibilités, il faut les reconnaître, bien sûr. Un couvreur, un maçon, certaines charges lourdes, il faut regarder ces problématiques-là. Mais maintenant, nous ne sommes pas, si vous voulez, fermés à tout, mais nous ne sommes pas aussi ouverts sur des demandes qui sont un peu excessives. Quel regard vous portez, Pierre-Luc, sur cette conférence? Est-ce que vous pensez qu'on pourra trouver une solution alternative à l'âge d'équilibre? En tout cas, cette mesure, pour l'instant, est mise en suspens par le Premier ministre. Cette mesure, elle est mise en suspens. Je vais revenir sur la pénibilité. C'est important. Et le gouvernement le montre aussi dans le projet qu'il propose, avec une meilleure prise en compte de cette pénibilité. Les critères qui n'ont pas disparu, qui n'ont pas été supprimés, ils ont été transposés dans la maladie professionnelle. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte le fait que la personne était exposée à une charge lourde pendant toute sa vie, mais si elle a des dommages physiques à la fin de sa carrière, ça pourrait être pris comme une maladie professionnelle. Donc, on parle de travail de nuit, c'est bien, on est d'accord, effectivement, quelqu'un qui travaille de nuit, c'est quelque chose de particulièrement pénible, et il faut qu'on puisse lui offrir un système de retraite, c'est ce qui est prévu, qui lui permette, sur la fin de sa carrière, de travailler moins, tout en conservant un niveau de revenu suffisant. Et
Sur la conférence de financement, moi je fais confiance en les syndicats, les représentants des salariés, des travailleurs en général, des entreprises, pour trouver un terrain d'entente. Le Premier ministre garde à portée de main la solution de l'âge pivot qui a été étudiée, dont l'étude d'impact a été faite. L'étude d'impact pour le projet de loi fait 1000 pages, donc il y a dedans largement de quoi vérifier sur le long terme ce que ça peut provoquer. Et il ne faudrait pas qu'on prenne une autre solution sous prétexte d'un accord fait à la va-vite et sur lequel effectivement on n'aurait pas fait d'études approfondies. Donc les syndicats disent avoir d'autres solutions, très bien, discutons-en et qui nous les présentent. Et cette conférence va durer, je le disais, jusqu'à la fin avril. On pourrait encore débattre, bien sûr, pendant plusieurs minutes, mais ce débat arrive déjà à sa fin. Merci à vous trois d'être venus en plateau pour y participer. Le débat qui reviendra après une période électorale, les élections municipales qui se déroulent en mars prochain. Belle soirée sur TV78.